Ils m'ont joué un tour, le bouton était caché dans le porte-micro là, cette fois-ci. J'avais réussi à l'allumer comme il faut le mois passé, puis là, ils ont dit « Ah, il faut la prendre au piège ». OK. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la dernière édition d'avis de recherche pour l'année 2022-2023. Ça a été une super belle année pour l'activité. On me dit que pendant l'année 2022-2023, on a eu 22 chercheurs et chercheuses qui sont venus présenter leurs activités de recherche ici, comparé à 16 l'an dernier. Donc, c'est une super belle progression. On est bien content de ça. C'est pas réparti également entre les départements là, qui contribuent plus que d'autres, on me dit. En première position, génie de la construction. Bravo. On me dit que l'OGTI fait également belle figure en deuxième et ensuite génie mécanique. Donc ça veut dire, les gens en génie électrique, où êtes-vous? Génie des systèmes, on veut vous voir aussi. L'activité va se continuer en 2023-2024. Donc, on s'attend à beaucoup de participation de votre part. On a également eu, on me dit qu'en termes d'auditoire total là, pour la saison 2022-2023, on a 400 personnes, incluant les personnes sur Zoom qui sont venues regarder ces présentations-là. Donc, si vous rejoignez quand même pas mal de monde quand vous venez ici présenter. Puis, les vidéos enregistrées qui ont été mises sur YouTube ont reçu 600 vues au total. C'est quand même impressionnant. Donc, venir ici, présenter vos choses, ça a un impact. Il y a des gens qui regardent ça, des gens de la communauté ici, des étudiants, des chercheurs, des professeurs, des chargés de cours, des maîtres d'enseignement, des gens du personnel aussi. On me demande souvent, oui, mais ça fait quoi un chercheur, ça fait quoi un prof concrètement là, dans sa vie de tous les jours? Vous avez une super vitrine pour venir nous montrer ce que vous faites, puis faire valoir éventuellement les besoins qui viennent en lien avec la recherche que vous faites. Donc, avis à tous. On cherche des gens pour présenter en 2023-2024. On vous attend avec anticipation et plaisir surtout. Aujourd'hui, on a 4 présentateurs, présentatrices. Et la première personne qui va venir parler, c'est Martine Dubé du département de génie mécanique. Et sa présentation s'intitule « Comment donner une deuxième vie aux matériaux composites ». OK, bonjour. Alors, effectivement, je vais parler de comment on peut donner une deuxième vie aux matériaux composites, donc une partie des travaux qui se font là, dans le cadre d'une de nos chaires, Marcel Gauvreau, à l'école. Et, donc, en fait, il faudrait que j'ouvre ma présentation. Ouais, je fais déjà comme il y avait le titre ici, je fais juste ma présentation. Et voilà. Alors, parce que vous voyez un peu sur cette image-là, ce qu'on voit, des rebuts de production, des pales d'éoliennes en fin de vie, donc des matériaux de composite, malheureusement, qui prennent le chemin de l'enfouissement. Et donc, moi, quand je parle de matériaux composites, je parle de matériaux polymériques qui sont renforcés d'un haut taux de fibres, soit de la fibre de verre, soit de la fibre de carbone, mais en grande quantité, ce qui fait qu'on obtient des bonnes performances mécaniques, c'est des matériaux haute performance. Donc, dans le cas de la fibre de verre, c'est des matériaux qu'on retrouve notamment dans les pales d'éoliennes, donc l'image que vous voyez ici à droite, qui nous permettent de faire ces structures géantes allongées. Dans le cas de la fibre de carbone, on les retrouve beaucoup dans l'aéronautique, donc ils nous permettent de faire des structures plus légères et donc d'économiser du carburant. On les retrouve aussi dans l'industrie du sport, et là, c'est de l'huile de cuisse que vous allez économiser si vous avez un vélo en carbone, où vous allez être plus performant. Et malgré ça, malgré le fait qu'on économise du carburant, l'effet net d'utiliser des matériaux composites sur l'environnement n'est pas clair parce que c'est des matériaux qui requièrent beaucoup d'énergie pour leur fabrication. Donc, le bilan énergétique en bout de ligne n'est pas si clair, d'où l'importance de travailler sur le recyclage. Donc, si on regarde le cycle de vie typique d'une structure composite, on part d'un matériau brut, soit la fibre en tant que telle, qui a déjà été fabriquée auparavant, ou d'une fibre qui est déjà imprégnée d'une résine. Donc, on va appeler ça un pré-imprégné. C'est le petit vidéo que vous voyez là.
On va fabriquer des pièces, donc par différents procédés de moulage. On va fabriquer une structure qui va avoir éventuellement une fin de vie. Et on a des rebuts qui sont générés à diverses étapes, donc des rebuts de production, soit de la fibre sèche, donc toutes les retailles des découpes qu'on a faites pour fabriquer nos géométries. Parfois, ça va être de la fibre imprégnée, parfois pas. Et on va avoir évidemment nos structures qui arrivent en fin de vie. Et donc, je travaille sur 2 axes de recherche principaux. Le premier axe, c'est stratégie de recyclage pour les rebuts de production, notamment les matériaux qui contiennent la fibre et la matrice. Et ensuite, les procédés de réparation, puisque quand on répare une structure, évidemment, on prolonge sa durée de vie. On contribue aussi à réduire le volume de rebuts. Donc, je vais vous dire un mot sur les rebuts de production aujourd'hui. Et je travaille avec plusieurs compagnies sur ce sujet-là. Et ce qui est le fun, c'est que quand j'approche des compagnies pour leur demander de nous fournir en matériaux, bien, les compagnies sont contentes de nous fournir. Souvent, j'obtiens même plus de matériaux que ce que j'ai demandé et ça s'empile dans nos laboratoires. Donc, ils sont contents de nous fournir en poubelle, finalement. Ce que vous voyez là ici dans le bac, en bas à gauche, c'est de la fibre de carbone avec une résine polymérique. Et c'est ces matériaux-là dont je vais parler un petit peu plus en détail aujourd'hui, qu'on va utiliser pour les refabriquer, pour leur donner une deuxième vie. Donc, on a toute une équipe d'étudiants et puis de stagiaires qui travaillent sur ce projet. Et une des tâches, c'est de patiemment prendre les petits flocons qu'on obtient, où il y a des fibres discontinues, donc des fibres qui ont été coupées, diverses longueurs, diverses largeurs, ça fait des polygones là, de géométrie différentes. Ils placent ça comme ça sur des feuilles blanches, ils prennent des photos et puis ils développent des codes mathématiques pour bien caractériser finalement ce qu'on a obtenu des compagnies, donc avoir une distribution de la longueur des fibres, une distribution de la grosseur des flocons. Évidemment, ce n'est pas des matériaux qui vont nous donner les mêmes propriétés que les matériaux originaux puisque les fibres sont plus courtes, mais on peut les valoriser quand même. La deuxième étape, c'est qu'on va trier tout ça. Donc, on va utiliser une machine, un tamis, là, comme ce qu'on a sur l'image de gauche, donc avec des paniers qui contiennent des mailles de diverses tailles. Et puis, on va les trier comme ça. Donc, les plus gros flocons vont se retrouver dans celui du haut, les plus petits dans celui du bas. On a même des caméras haute définition comme ça qu'on utilise pour bien voir notre procédé de triage de nos flocons. Et une fois qu'on les a donc répartis autant que possible, là, selon leur longueur, leur largeur, on utilise des procédés de moulage, moulage par compression, qui est un petit peu le procédé que vous voyez là. Donc, on fait typiquement dans une presse avec un moule de diverses géométries. On utilise d'autres procédés aussi, du thermoformage, etc. Et on va fabriquer des pièces, pas des pièces structurales là, comme ce que le matériau original peut nous fournir, mais des pièces d'intérieur d'avion, par exemple, ou qui pourraient servir dans l'industrie automobile ou dans des applications plus basse performance. Donc, vous en avez un exemple ici, c'est des pièces qu'on a fait dans notre labo à partir de flocons de diverses longueurs. Et ça, c'est une pièce qu'on retrouve à l'intérieur d'une cabine d'avion. Je fais souvent deviner aux gens ce que ça peut être et puis je mets même 100 $ sur la table souvent là, pour si quelqu'un est capable de me dire c'est quoi. Aujourd'hui, je vais vous donner la réponse comme le temps file, mais il s'agit d'une pièce qu'on retrouve sous un siège passager qui va relier le siège à la barre là, qui retient les bagages en cas de décélération rapide de l'avion. Donc, c'est le genre d'application qu'on peut trouver pour nos matériaux. Et puis, je vous présente donc ma gang, mon groupe de recherche. Donc, c'est mes étudiants de maîtrise, de doctorat, postdoc également, et puis nos partenaires industriels. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Pour les questions dans la salle, juste à lever la main, on va vous amener un micro et attendre d'avoir le micro dans la main avant de poser la question, juste pour que les gens sur Zoom puissent entendre la question. Donc, est-ce que j'ai des questions? Pour les gens dans le Zoom, juste le mettre dans le clavardage et je serai votre voix aujourd'hui. Bonjour Martine, merci beaucoup pour la présentation. Tu as parlé de donner une deuxième vie avec une application peut-être qui a besoin de moins de performance que l'original. Est-ce que cette application-là, ça vient de vous ou est-ce que c'est les partenaires qui vous disent « Ah, on aimerait un truc qui puisse faire ça » Les deux, on apporte nos idées.
On travaille avec les compagnies qui génèrent les rebuts, puis avec des compagnies également qui aimeraient les utiliser. Puis, il y a toutes sortes d'enjeux, évidemment. Donc, selon la quantité de rebuts qui est générée, selon l'application qu'on trouve et puis les besoins en volume de cette application-là, il doit y avoir un bon match, si je peux dire, parce que la compagnie qui va baser sa production sur les rebuts, ben, elle veut être approvisionnée. Donc, la compagnie qui produit les rebuts, elle veut être capable aussi de les acheminer puis d'avoir une chaîne là, de production qui va être capable d'absorber tout ce qu'elle produit en rebut. Donc, il y a tout le marché là, à prendre en compte. Là. Est-ce que vous avez une idée de la baisse de performance une fois qu'un produit entre dans son deuxième cycle de vie, quand il est recyclé en termes de quand on le soumet à des torsions ou à des chocs ou à des vibrations? Donc, dans les matériaux qu'on a là, le matériau est un matériau sain, pratiquement vierge. Là, dans l'exemple que j'ai donné ici, c'est un matériau, c'est des retailles en fait de production. Donc, le matériau en tant que tel est bon et vierge, il n'a pas été moulé une première fois. Par contre, les fibres sont plus courtes, la baisse de performance vient de là, puis c'est une baisse importante par rapport à des fibres continues. Ensuite, il y a d'autres choses. Parfois, on va travailler avec des structures qui ont déjà été moulées, qu'on va déchiqueter, qu'on va réutiliser. Là, on va avoir une baisse de performance qui est due au fait qu'on a dégradé nos fibres, on les a raccourcies en longueur et on a moulé notre matériau 1, 2, 3 fois. Là. Oui. Combien de fois on peut renouveler, réutiliser un matériau composite? Première question. Deuxième, est-ce qu'on peut ajouter des fibres plus longues à des matériaux réutilisés? Donc, très bonne question. Les matériaux que je présentais ici, je ne suis pas entrée dans les détails, c'est des matériaux qu'on peut mouler à plusieurs reprises. Donc, sont basés sur un polymère thermoplastique qui peut être fondu puis remoulé à plusieurs reprises. En ce qui concerne d'ajouter des fibres longues, c'est quelque chose qu'on n'a pas commencé à faire, mais qu'on veut faire. Donc, faire des matériaux hybrides où on va avoir du matériau vierge à fibres longues, on va mettre des flocons recyclés à l'intérieur de ça et puis faire une pièce hybride à partir de ça. Il se fait le contraire aussi. Souvent, on va avoir nos matériaux qu'on va déchiqueter encore en plus petit format. On va faire des granules avec ça, vous savez, pour pouvoir faire ensuite de l'impression 3D. Et quand on fait ça, souvent, on doit ajouter du polymère dans notre granule pour être capable d'imprimer. Donc, il y a les deux. On peut ajouter de la fibre, faire des matériaux hybrides. On peut aussi ajouter du polymère quand on vise d'autres applications. Là. Merci beaucoup pour ces questions. Si vous avez d'autres questions, ne pas hésiter à discuter par la suite. Malheureusement, on a d'autres présentations à regarder. Merci beaucoup. Donc, j'inviterai le professeur Jonathan Aubertin du département de la construction arrivé en 2021 qui va nous présenter la réduction de la consommation énergétique des mines par automatisation des sautages avec explosifs. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Jonathan Aubertin. Je suis professeur depuis maintenant 2 ans au département de génie de la construction. Ça me fait bien plaisir d'être ici aujourd'hui. Mes axes de recherche, depuis que je suis à l'ETS, sont avant tout reliés aux excavations dans les massifs rocheux. Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un axe de recherche sur réduire la consommation énergétique de l'industrie minière par optimisation des sautages avec explosifs. Pour vous donner une perspective un peu sur ce dont je parle aujourd'hui, je vais vous donner une brève description du cycle de minage, que ce soit pour l'extraction d'agrégats, comme on a dans les carrières autour de la région métropolitaine, ou pour les mines de métaux précieux. Le processus est sensiblement le même. On a un sautage d'explosifs pour fracturer, fragmenter le roc, qu'on va ensuite transporter avec des camions, de la machinerie lourde, jusqu'à un endroit de traitement où il va y avoir concassage et broyage, et par la suite, dépendamment de l'application, un traitement métallurgique. Pour tous les aspects de fracturation, fragmentation du massif rocheux, on a différentes étapes de réduction des fragments. C'est important de comprendre que ces étapes-là ne sont pas du tout comparables en termes d'efficacité énergétique. Le forage-sautage,
avec explosifs est un procédé beaucoup plus efficace en termes énergétiques comparativement au procédé de comminution, on va dire broyage et concassage. On parle ici avec des explosifs d'une consommation énergétique de 0,2 kWh par tonne comparativement à environ 1,5 et des fois jusqu'à 5 kWh par tonne pour des procédés de broyage et vraiment la réduction. Donc, considérant cela, il y a un axe de recherche ici qu'on présente qui est de valoriser et maximiser l'utilisation des explosifs en amont pour réduire la consommation énergétique en aval des procédés d'extraction. Ressources naturelles Canada et plusieurs autres agences reconnaissent et mettent l'emphase sur la consommation énergétique. En effet, selon Ressources naturelles Canada et plusieurs autres agences, les procédés de comminution, concassage et broyage représentent presque 50 de la consommation énergétique des opérations minières. On parle ici, toujours selon Ressources naturelles Canada, de près de 3 de la consommation énergétique globale au monde, indépendamment des industries. Et donc, il y a une énorme opportunité, voire même un besoin, d'augmenter l'efficacité énergétique des procédés de comminution, surtout si on peut le faire en amont avec des approches moins demandantes. Notre programme de recherche, qu'on met l'emphase, est sur une évaluation des besoins en explosifs par des tests in situ, par de la caractérisation sur le terrain à l'aide de tirs individuels. On effectue des tirs, comme on voit à l'écran ici, des tirs individuels, soit horizontaux, soit verticaux, et on répète le procédé en variant la géométrie. On a effectué des tests comme ça récemment dans plusieurs mines, dont un endroit ici sur la rive sud, dans une carrière pas très loin. Vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble, l'idée de faire un test et par la suite, regarder le profil qui en résulte. Le profil est influencé par la géologie, les conditions opérationnelles, par plusieurs aspects. Le profil peut être très variable dépendamment de la géomécanique et des conditions en place. Notre objectif, la façon qu'on approche ça, c'est de prendre la géométrie de ce cratère et de le décrire par cette formulation mathématique relativement simple qui comporte essentiellement 2 paramètres et la géométrie pour par la suite être capable de décrire l'empreinte de chaque trou d'un tir individuellement. La façon qu'on applique cette approche, cette méthodologie-là, c'est d'utiliser justement l'empreinte de chaque trou pour par la suite visualiser comment mieux placer ces trous-là pour maximiser l'efficacité de chaque trou. La phase que vous voyez ici, c'est une phase de minage où, après avoir fait la calibration sur le terrain, on est allé, avec des bonnes vieilles cannes de peinture, marquer à la face qu'est-ce que chaque trou va produire en termes d'empreinte, de tonnage par trou. Ça nous permet d'expliquer aux opérateurs, aux travailleurs, l'efficacité, comment ça fonctionne et un peu notre logique de travail. Et ça nous permet aussi de carrément visualiser qu'est-ce que chaque trou fait et pourquoi il y a des opportunités de visualisation. Par la suite, on peut dériver plusieurs relations d'efficacité et d'optimisation. Par exemple, on peut décrire des relations entre la géométrie et le volume qui est extrait en quantifiant, comme on voit à gauche, l'empreinte sur une perspective en 3D ou à droite, une relation du nombre de trous en fonction de la géométrie. Dans des applications plus complexes, on peut utiliser la logique de l'empreinte par trou pour venir positionner notre trou en fonction du séquençage. On parle ici, entre autres, des tunnels, des excavations souterraines qui sont des fois plus complexes, où on commence dans des endroits au centre et la logique ou la dynamique du placement de trou est plus complexe. En ayant une bonne idée de l'empreinte du trou, en comprenant comment le massif réagit au sautage, on vient à parvenir à placer nos trous de façon efficace et logique et réduire l'empreinte du procédé. Merci beaucoup. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions si vous en avez. Pardon. Bonjour, merci pour la présentation qui était très intéressante. Les tests de tir, ils sont faits où? Donc là, c'était dans une mine sur la rive sud, c'est ça? C'est une mine de quoi? Excuse l'ignorance. Donc, présentement, on a fait des tirs, jusqu'à présent, incluant mes travaux avant d'arriver ici à l'ETS, on a fait des tirs comme ça, des tests comme ça, dans du sel, de la potasse, du calcaire, des minerais de fer, du tungstène, et il m'en manque un 6e que j'oublie, mais dans plusieurs gisements. Parmi nos objectifs ici, la relation mathématique que j'ai montrée, on essaie entre autres de développer un index de référence en fonction des types de géologie. Et donc, on en teste dans tout plein de géologie.
Les tests qu'on fait présentement, on a un partenariat avec une carrière sur la rive sud de calcaire, c'est ce qu'on voyait, un gisement de calcaire avec un peu de schiste aussi, comme on voit souvent autour de Montréal. Ça fait partie des tests, mais on a plusieurs autres partenaires dans le passé et en cours qui nous permettent de tester différentes géologies et différentes conditions. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question. Est-ce que le type de matériau, j'imagine, varie avec la profondeur, dans la profondeur du gisement? Comment ça impacte l'empreinte, justement? Parce que j'imagine dans l'axe Z, on va dire, si on veut, l'empreinte va varier. Donc, en fonction de la profondeur où vous placez l'explosif, ça va aussi changer. Comment est-ce que vous arrivez à prendre ça en compte dans vos estimations et dans vos prédictions? C'est une excellente question. Quand on a commencé ces tests-là, pour faire une longue histoire courte, la première fois que j'ai fait des tests comme ça, j'étais arrivé un peu avec mon tape à mesurer puis mon petit distomate, puis ça ne marchait pas très bien. Par la suite, dans le cadre de nos recherches, on s'est mis à établir nos mesures avec des mesures de télédétection, avec des lidars ou de la photogrammétrie. Ça nous permet, avec ces outils-là, et maintenant on est rendu très bien équipé ici à l'ETS, de mesurer le cratère dans un profil 3D. En faisant ça, on peut mesurer la géométrie que je vous ai montrée en 2D, perpendiculaire au trou de forage, le long du forage. On le mesure à plusieurs incréments très rapprochés, à des intervalles le long du trou, ce qui nous permet essentiellement d'être capable de rapporter le résultat de ce cratère-là en fonction de sa position. Par la suite, s'il y a une évolution de la géologie, s'il y a une fissure en place, s'il y a une fracture, s'il y a quelque chose qui change le long du trou, on peut faire une corrélation avec cet aspect-là. C'est une excellente question parce que c'est quelque chose de nécessaire qui, à une certaine époque, aurait été difficile de faire, mais aujourd'hui, avec les outils de télédétection, c'est très accessible. Merci. Bonjour, merci beaucoup. Je suis là. Je me demandais, en plus de réduire la consommation d'énergie, est-ce que vous avez vu qu'il y a aussi une réduction au niveau des impacts environnementaux des différents procédés? C'est une autre bonne question, une excellente question. Il y a deux aspects santé, sécurité, environnement que je n'ai pas tout à fait traités ici, mais qui sont très complémentaires. Réduire la consommation d'explosifs en maximisant leur utilité par trou permet de réduire leur utilisation, d'en avoir moins sur un sautage. Les explosifs, bien que énergétiquement plus efficaces, ont certaines fois des rejets et des impacts qui peuvent aller même des fois dans les cours d'eau. Donc, en utiliser moins, évidemment, ça réduit beaucoup leur impact. La réaction chimique d'un explosif est directement reliée à son efficacité. Si tu as trop d'explosifs dans un sautage, ton explosif va avoir tendance à être moins confiné, moins bonne réaction chimique, plus de résidus. Un explosif qui est extrêmement bien confiné, bien placé, autrement dit bien designé, il ne reste pratiquement pas de résidus. Et donc, on a une immense amélioration en termes de résidus non désirés si le sautage est bien optimisé et le confinement est bien fait. Dans un deuxième temps, de façon très rapide, il y a les gaz qui viennent après d'un sautage. Ces gaz-là peuvent être certaines fois un peu problématiques environnementalement. C'est surtout un enjeu dans les endroits souterrains où les travailleurs veulent retourner parce que ça peut amener des gaz qui sont problématiques pour l'exposition des travailleurs. Donc, encore une fois, en optimisant l'utilisation des explosifs, réduisant la quantité à la face pour optimiser par trou, on réussit à réduire drastiquement la quantité de gaz dans le tunnel et donc réduire l'empreinte dans l'atmosphère pour les travailleurs. L'empreinte est moins grosse, l'exposition est moins forte. C'est beaucoup mieux autant environnementalement que santé et sécurité. Merci beaucoup pour ces questions. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, j'inviterai Nicole de Marquette qui va nous présenter comment utiliser la rhéologie pour faire de l'art avec des macromolécules, professeur en département de génie mécanique depuis 2012. Donc, bonjour à tous. Merci pour l'opportunité de présenter ce que l'on fait avec mes étudiants. Alors, on utilise des macromolécules qui sont des matériaux polymériques
Et je vais vous dire comment on fait de l'art avec ces matériaux. Donc, en fait, nous, on développe des nouveaux matériaux dans divers secteurs. Ça peut être des polymères, dont des plastiques qui vont être conducteurs d'électricité avec des conductivités différentes. Le cuivre, par exemple, on sait tous que c'est un matériau très conducteur, mais nous, on va pouvoir aller faire des matériaux avec des conductivités différentes. On fait aussi des matériaux plastiques, par exemple, pour faire des membranes pour séparer de l'eau et des hydrocarbones. On a aussi des applications dans le secteur de la santé. On recycle des plastiques et on travaille aussi avec des plastiques pour les pneus, par exemple. Et alors, quand on développe ces nouveaux matériaux, moi, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'on va faire une nouvelle molécule? Est-ce que c'est de la chimie? Quand on va faire un nouveau plastique, est-ce qu'on va faire de la chimie? Ben, non, pas forcément, parce que ça coûterait trop cher. Il y a une alternative à ça. C'est d'aller travailler avec des mélanges de polymères ou des composites. Et on mélange ces matériaux, et quand on les mélange, ça va faire des matériaux qu'on appelle des matériaux multiphases. Ça veut dire qu'on va avoir quelque chose, si on regarde au microscope, qui va montrer 2 phases, comme ce qu'on voit là. Et ces matériaux, quand ils seront obtenus, eh bien, ce sont des matériaux qui montreront un synergisme de propriétés, un coût de développement plus faible, et ça aussi, ça peut donner une alternative pour recycler, parce que si on mélange, ben, on peut mélanger 2 matériaux et obtenir un nouveau matériau. Et comment on fait ça? Ben, on mélange, on fait de la cuisine. On prend 2 polymères, on va les mélanger dans une extrudeuse, alors c'est quelque chose, ou dans un mélangeur. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Ben, peut-être pas. Ce serait trop facile s'il fallait que faire de la cuisine et mélanger. Donc, en fait, quand on travaille avec ces matériaux multiphases, on a les propriétés qui dépendent de la microstructure. Regardez, ici, j'ai fait un petit dessin, j'ai dit qu'on allait faire de l'art. On a une matrice polymérique, c'est-à-dire un polymère, puis on met des particules conductrices d'électricité. Si on n'a pas un chemin de ces particules, on n'aura pas quelque chose qui conduit l'électricité. Et comment va-t-on pouvoir contrôler cette microstructure? Cette microstructure, elle va dépendre bien sûr des matériaux, elle va dépendre des interfaces, du comportement rhéologique. Alors, qu'est-ce que c'est que la rhéologie? Je vais le dire d'ici peu. Puis, ça dépend aussi des conditions de mise en forme. Alors, la rhéologie, c'est quoi? C'est l'étude de l'écoulement des fluides complexes. Alors, c'est très simple. On impose une déformation matériaux, puis on va voir la contrainte résultante. Et si on fait ce genre d'équation qui s'appelle une équation constitutive, ben, la contrainte qui dépend de la déformation et tout ça, elle peut nous donner une idée de la morphologie. Et la morphologie, ça contrôle les propriétés. Donc, il faut étudier le comportement rhéologique de ces matériaux multiphases pour contrôler la morphologie qui contrôle les propriétés. Et en étudiant la rhéologie, on pourra étudier la morphologie et son évolution. Donc, on fait beaucoup d'études, par exemple, on a fait beaucoup d'études de mélange de polymères, puis voir comment des gouttes vont évoluer d'un polymère dans un autre. Des choses qu'on fait aussi au laboratoire, par exemple, quand on va faire des nouveaux matériaux, on va mettre de l'ultrason dans une extrudeuse, puis on va regarder comment on va pouvoir mélanger les particules. Une autre technique que l'on utilise au laboratoire, c'est la technique d'électrofilage. Et alors, quand on fait de l'électrofilage, c'est une technique qui nous permet d'obtenir des membranes faites de fibres. Alors, vous voyez là une membrane tout en haut. Basiquement, qu'est-ce qu'on a? On a une solution de polymère qu'on va électrifier, puis on va la projeter sur une plaque et obtenir ces membranes. Et ces membranes, qui sont des non-tissés, peuvent être utilisées pour de la séparation d'eau et d'huile, des capteurs piézoélectriques et de la délivrance de médicaments. Et comment là, on va utiliser la rhéologie? On va utiliser la rhéologie pour étudier l'écoulement du matériau durant le procédé. Et à cause de ça, on pourra faire du scale-up de ces techniques, donc obtenir des membranes plus grandes, parce que c'était quand même une technique, l'électrofilage, qui est limitée en production. On va pouvoir aussi, en contrôlant les propriétés rhéologiques, obtenir des fibres qui auront une morphologie totalement différente, des microsphères avec des nanopores. Et tout ça, ça peut être utilisé, par exemple, pour faire des catalyseurs.
Si on prend de la rhéologie, on peut aussi optimiser des procédés de plasturgie, donc de mise en forme des plastiques. On peut augmenter la productivité. On peut faire aussi de l'optimisation de fabrication additive. Et voici les projets que l'on a en ce moment, des projets que l'on développe avec plusieurs partenaires industriels et des collaborateurs en France, au Canada et au Brésil. Et je vous avais dit qu'on fait de l'art avec de la rhéologie. Alors voilà une œuvre d'art qui a été faite avec des polymères recyclés. Et ces œuvres d'art ne seraient pas possibles si nous n'avions pas d'artistes. Et voici nos artistes qui travaillent dans notre laboratoire. Et merci à tous. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Merci, très intéressant. Comment est-ce que vous contrôlez la formation de chaînes de micromatériaux? Alors, de chaînes de micromatériaux. Donc, on a des plastiques. On ne va pas contrôler la chaîne polymérique, puisque nous, on ne fait pas de synthèse, éventuellement une modification chimique un petit peu, mais c'est tout. Mais, donc, les polymères, quand ils sont à l'état fondu, ce sont des fluides de très haute viscosité. Donc, on va les mélanger. En les mélangeant, bon, on va pouvoir contrôler, il faut contrôler leur écoulement, donc la rhéologie de ces fluides, pour avoir une morphologie ou une autre. Donc, on va contrôler les propriétés d'interface, donc comment ils se collent l'un à l'autre et comment on les fait s'écouler. Donc, on va, par exemple, avoir un écoulement de cisaillement, un écoulement d'extension. Ce sont des écoulements qui sont des... on va contrôler comment on les mélange. Regardez, si on fait un gâteau, moi, je fais beaucoup de gâteaux, et quand... c'est mon meilleur laboratoire, d'ailleurs, c'est la cuisine. C'est pour ça que je travaille avec ce genre de matériaux. Vous mélangez de l'huile et du vinaigre. Si vous mélangez de l'huile et du vinaigre, c'est comme les mélanges de polymères. Si vous les mélangez avec vigueur, vous aurez des petites gouttes d'huile dans votre vinaigre. Si vous les mélangez tout doucement, vous aurez des grosses gouttes d'huile dans votre vinaigre. Puis ça va dépendre aussi de la viscosité des deux fluides, mais pas seulement de leur viscosité, de leur élasticité, enfin tout un tas de choses. Merci, Nicole, pour la super présentation et les superbes images. Je n'ai pas vraiment de questions, mais j'ai envie de t'encourager, si ce n'est pas déjà fait, à participer au concours La preuve par l'image qui a lieu chaque année. On a déjà participé, j'ai eu des étudiants. D'ailleurs, la nanosphère, elle a déjà reçu un prix au concours de la France. Sinon, moi, j'ai peut-être une question pour ce projet-là. Merci, Nicole, pour cette présentation. Ma question, c'est de savoir, alors là, vous avez parlé d'art comme application concrète, mais qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme application ou dans quoi est-ce qu'on peut trouver ces composés-là? Alors, non. Quand je dis on fait de l'art, c'est parce qu'on voit des microstructures qui sont de manière très artistique. Hein, c'est joli à regarder. Moi, je m'émerveille chaque fois que je vais devant le microscope. Alors, les applications que l'on a, ce sont des applications de polymères, par exemple, avec une conductivité électrique déterminée, par exemple, pour faire du blindage électromagnétique. On va mélanger aussi des polymères. Nous, les applications, on travaille avec des partenaires qui vont nous demander une certaine microstructure pour avoir une certaine application. Donc, on travaille aussi avec des gens, par exemple, dans les hôpitaux pour faire des membranes qui vont avoir certaines applications pour par exemple de la délivrance de médicaments. On travaille avec des mélanges qui vont être utilisés pour faire des capteurs piézoélectriques. On travaille avec des mélanges issus de polymères recyclés. Donc, les applications sont diverses et à chaque fois, on va travailler avec des gens qui vont donc avoir certaines applications. Puis, ils nous disent, on veut telle propriété fonctionnelle. Et la propriété fonctionnelle, elle dépend de la morphologie, de la microstructure. Puis nous, on fait de l'art, on fait la microstructure qui est nécessaire pour une certaine propriété qui est une certaine application. Alors parfois, ça peut être, par exemple, le secteur automotif, etc. Merci. Merci beaucoup pour cette question et cette très belle présentation. Merci beaucoup.
Donc, j'inviterai notre dernière conférencière, Imen Benzarti, chercheur institutionnel au département de génie logiciel, qui va nous présenter l'ingénierie logicielle des applications évolutives omniprésentes. Bonjour à tous. Donc, voici ma boîte courriel promotionnelle qui contient 30 000 courriels jamais lus parce qu'ils ne sont pas intéressants pour moi. Cette application est mon application de fitness qui m'envoie un message ou une notification à 9h40 pour pratiquer du sport alors que je suis dans mon bureau à l'ETS en train de travailler. Donc, ce n'est pas le bon moment. Dans Google Play et App Store, il y a 259 applications mobiles pour la santé. Ces statistiques datent de 2016. Maintenant, c'est beaucoup plus. Et la croissance d'offres dépasse beaucoup la demande, ce qui montre que le marché est trop saturé. Avec un tel nombre, on aura tous un ventre plat, ce qui n'est pas vrai. 53% des applications ont moins de 5000 téléchargements. On fait ça pour rien. Pourquoi ces applications ne sont pas assez intelligentes pour comprendre nos besoins réels et améliorer notre quotidien? Avec la présence de tous ces algorithmes d'apprentissage machine. On a défini tout ça pour apprendre des traces de données des utilisateurs pour améliorer les fonctionnalités des applications. Pourquoi ça ne marche pas? Selon moi, c'est parce que les pratiques en génie logiciel ne sont pas matures pour ce type d'application. Par contre, pour des applications entreprises qui ont des règles d'affaires rigides comme une application de gestion de compte bancaire, les règles d'affaires sont bien définies. Comparons deux types d'applications, une application de santé mobile et une application de gestion de compte bancaire. Dans l'application de santé, on est dans le cas par cas. Chaque client a ses besoins. Diminuer son poids ou augmenter sa masse musculaire. Par contre, dans la gestion de banque, on a des règles d'affaires fixes qui sont appliquées pour tout client. L'utilisateur qui utilise une application de santé mobile peut, s'il n'aime pas l'application, vraiment, il va désister, il va laisser l'application, il ne va plus l'utiliser. Par contre, si ma banque me donne une application mobile qui n'est pas très bien développée, que je n'aime pas, je suis obligée de l'utiliser. Ce n'est pas la même chose. À part d'autres critères tels que la sensibilité au contexte qui est exigé par ce type d'application, le multicanal avec l'utilisation de l'IoT, on a le canal mobile, nous avons aussi les montres intelligentes, tous ces canaux différents qui collectent des données. L'exécution est évolutive. Mon application doit évoluer selon les données collectées. Dans les applications de santé mobile et même les applications de e-commerce, il n'y a pas de logique. Ça dépend des besoins de la personne, de son humeur du jour. Mais mon application de gestion de compte bancaire, je vais l'utiliser telle qu'elle, comme toujours. Donc, j'appelle ces applications des applications évolutives omniprésentes et je pense que ces applications doivent avoir un processus de développement différent des applications traditionnelles, des applications d'entreprise bien établies. Dans la recherche en génie logiciel, il y a deux grands volets de travaux. Le premier volet, c'est le volet des travaux qui utilisent l'intelligence au service du génie logiciel. Nous utilisons des algorithmes d'apprentissage pour améliorer la qualité du code source, aider les développeurs, rendre le développement logiciel plus rapide. Et on a beaucoup vraiment de travaux dans ce volet et ça explose énormément. Ici, ça montre le nombre de papiers pendant les années. Le volet qui m'intéresse, moi, c'est le génie logiciel au service de l'intelligence. L'objectif de ma recherche, c'est de faire évoluer les pratiques en génie logiciel pour s'adapter au développement des applications évolutives omniprésentes.
Donc, je m'intéresse principalement à 2 volets. Le premier volet, c'est l'ingénierie des exigences. En effet, les expériences positives des utilisateurs sont les expériences qui respectent nos besoins psychologiques et nos valeurs humaines. Ça, c'est une évidence, c'est démontré dans les sciences humaines. Nous, en génie logiciel, ce qu'on fait, on considère ces éléments à la fin de développement. Quand ça ne marche pas, quand on met toutes les capacités technologiques pour les donner à l'utilisateur et l'utilisateur n'est pas satisfait, on commence à faire des modifications légères au niveau de l'interface utilisateur. Donc, dans mon approche, j'incorpore ces éléments dans le processus d'ingénierie d'exigence, comme les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels qui sont traditionnellement utilisés dans ce processus. Donc, ces éléments sont incorporés dans ce processus d'ingénierie des exigences en définissant des catalogues, des patrons réutilisables, des fonctionnalités de besoins psychologiques. Et ces éléments vont être incorporés dans des modèles d'exigence pour produire des modèles d'exigence améliorés. Le deuxième élément, c'est de supporter le développement. En gros, l'objectif, c'est de permettre aux experts en marketing ou en santé de participer au développement des applications évolutives à travers des plateformes non-code. Ici, c'est un exemple d'application que nous avons développé qui permet à des analystes marketing de faire le design de ce qu'on appelle Customer Journey ou parcours client dans le e-commerce. Derrière cette application, on génère du code source en faisant des transformations de modèles pour produire des applications intermédiaires qui se connectent à des applications existantes pour améliorer leur évolutivité. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, encore une fois, est-ce qu'on a des questions dans la salle? Les gens sur Zoom, ne soyez pas timides, n'hésitez pas à poser des questions. Oui, bonjour. Je suppose que tu travailles du coup avec des gens des sciences sociales pour intégrer tous ces concepts d'utilisateur et puis la personne dans tes travaux. Comment ça se passe? Comment est-ce que tu arrives à intégrer les sciences sociales dans les sciences plus logicielles, plus moins sociales? Oui, effectivement, je fais de ça durant ma thèse. Et j'ai fondé mon modèle logiciel en se basant sur des modèles qui viennent des sciences sociales, parce que ce sont des choses qui sont déjà démontrées, expérimentées, et on peut les incorporer dans des logiciels pour bénéficier, pour comprendre le comportement humain. Ce n'est pas facile parce que c'est difficile de valider ça de point de vue logiciel, d'une manière empirique. Donc, on utilise généralement des études de cas en collaboration avec des partenaires industriels et tester ça vraiment avec des utilisateurs et voir l'acceptabilité de ce type de logiciel. Je me demandais si c'était pas déjà ce qui était fait un peu avec tout ce qui était fait dans les algorithmes qui nous proposent des trucs qu'on ne veut pas regarder, ou qu'on veut regarder genre sur YouTube ou sur Google. Ou... C'est pas déjà la même démarche qui est faite là-dedans, dans ces algorithmes-là, de nous amener d'avoir une recherche sociale sur l'utilisateur? Des recommandations? Ouais. Oui, ces algorithmes de recommandation, c'est ce qu'on reçoit vraiment dans les courriels promotionnels. Donc, on regarde vraiment les autres personnes qui ont acheté comme nous et on nous envoie des recommandations. L'objectif de ma recherche, c'est d'améliorer ce rendement-là. Ok, merci. Bah, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation, pour ces questions. Merci beaucoup à tous nos présentateurs. Merci beaucoup surtout d'avoir respecté le temps. C'était super, c'est génial pour nous. Donc, écoutez, c'était le dernier avis de recherche de la saison.
Donc, on fait faire une pause pour l'été et on va se retrouver en septembre ou en octobre pour la prochaine saison. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent sur place en si grand nombre et merci présent aux gens sur Zoom. Je vous souhaite une très bonne journée.